Mexico, 2 mars. Une enseignante accompagnait 22 enfants de 5 ans à travers l'âme du Musée national d'art. C'était une matinée des plus ordinaires jusqu'à ce que tout change. Mateo Ramirez s'arrête devant une reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Ses camarades se hâtent vers les sculptures coloniales, mais lui reste immobile, parfaitement silencieux. Ses yeux bruns s'écarquillent. L'enseignante l'appelle 2 fois, Mateo ne réagit pas. Puis, l'impossible se produit. Le garçon lève le bras droit et pointe directement l'apôtre Judas sur la peinture. Sa voix se modifie, elle devient profonde, adulte, précise. 13 pas à partir de la gauche. 6e ombre. C'est là que se trouve le premier. Les mots sortent avec une clarté effrayante. L'enseignante, Carmen, sent l'air s'alourdir. Un agent de sécurité inquiet s'approche. Mateo poursuit comme s'il récitait de mémoire. Triangle inversé sur la main droite de Thomas. 9 doigts visibles au total, 3 groupes de 3. Le code est complet. Son doigt se déplace avec une précision mathématique sur la surface de la toile. Carmen tente de le saisir par l'épaule, mais Mateo ne réagit pas. D'autres visiteurs s'arrêtent. Un vieil homme avec une canne murmure « Mon Dieu !» et se signe 3 fois. La température dans la pièce semble chuter de plusieurs degrés. Puis Mateo tourne la tête vers l'enseignante. Ses yeux sont complètement vides. Seul le blanc pur des sclères est visible. La table a la forme d'un B. Léonard le savait. La fin est écrite dans la géométrie. Sa voix résonne avec un écho impossible dans l'espace clos. Carmen hurle pour appeler les secours. Le garçon s'effondre doucement sur le sol de marbre. Lorsqu'il ouvre les yeux quelques secondes plus tard, ils sont à nouveau bruns et clairs. « Maîtresse, pourquoi sommes-nous ici ?» demande Mateo, souriant avec l'innocence absolue de ses 5 ans. Ce qu'il venait de dire était techniquement impossible pour un enfant de cet âge, mais ce n'était que le début, car les mots de Mateo contenaient des informations que même les experts de Da Vinci ignoraient. Et quelqu'un, loin du Mexique, était sur le point d'entendre l'enregistrement qui allait tout changer. L'expert de Milan. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il connaître des secrets cachés pendant 500 ans ? La vidéo dure 47 secondes. Carmen l'avait filmée, les mains tremblantes. Le soir même, elle la télécharge sur un groupe Facebook privé. Après 72 heures, la vidéo atteint 200 000 vues, mais un seul visionnage compte plus que tous les autres. Le docteur Alessandro Ferretti est dans son bureau à Milan lorsque son assistante fait irruption. Alessandro, directeur de l'Institut Léonard de Vinci, a consacré 38 ans à l'étude obsessionnelle de l'œuvre du maître. « Jouéa », dit-il. Il voit le garçon pointer. Il entend les mots. Son visage devient complètement pâle, la tasse de café lui glisse des mains et s'écrase sur le sol. « C'est impossible, absolument impossible », murmure-t-il, sa voix tremblant. Alessandro rembobine la vidéo 6 fois. Le garçon mexicain a décrit le code des 13 pas, une théorie qu'Alessandro n'avait proposée que 3 mois plus tôt dans un article scientifique consulté par seulement 17 spécialistes dans le monde. Pire encore, Mateo a mentionné 9 doigts visibles, une observation qu'Alessandro n'avait découverte que 2 semaines auparavant à l'aide d'une technologie infrarouge sur la fresque originale à Milan et qu'il n'avait jamais publiée. Il est littéralement impossible que quiconque en dehors de son laboratoire connaisse ce détail. Alessandro appelle immédiatement l'école. Son italien accéléré oblige Carmen à chercher un traducteur. « Je dois parler à cet enfant maintenant », exige-t-il. « C'est une urgence d'une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. » 20 heures plus tard, Alessandro est dans un avion pour Mexico. Dans sa mallette se trouvent des documents classifiés. Pendant le vol, il revoit l'expression de l'enfant dans la vidéo. Ses yeux vides, cette voix qui ne correspond pas à un corps d'enfant. À son hôtel, il revoit la vidéo. Il remarque quelque chose de nouveau derrière Mateo. Dans le reflet de la vitre de protection du tableau, il y a une ombre qui ne devrait pas être là. Une forme humaine, aux proportions exactes d'un homme adulte du XVe siècle, tenant ce qui ressemble à un compas d'architecte. « Saint Dieu !» murmure-t-il en italien. « Léonard, est-ce toi ?» Si cet enfant est lié à Da Vinci de manière impossible, quels autres secrets attendent d'être révélés ? L'enfant portail. La maison des Ramirez est modeste. Alessandro sonne à 9 heures exactes. Maria Ramirez ouvre la porte méfiante. « Êtes-vous l'Italien ?» Sa voix est fatiguée. Mateo n'a pas bien dormi, se réveillant en criant des chiffres. 13,93, toujours les mêmes.
Alessandro entre et voit le garçon jouer. Matteo lève les yeux et sourit. « Bonjour monsieur, vous êtes là pour le tableau ?» Son espagnol enfantin est parfaitement normal. Le chercheur s'agenouille et sort une photo de son port de mollet. Un détail agrandi de la main droite de Thomas. « Matteo, peux-tu me dire ce que tu vois ici ?» Le garçon regarde l'image pendant 5 secondes, puis son corps se tend. Ses pupilles se contractent en points noirs microscopiques. Quand il parle, sa voix change à nouveau. Triangle avec la pointe vers le bas. Symbole alchimique de l'eau. Mais Léonard l'a inversé. Ce n'est pas de l'eau. C'est le feu descendant. Le déluge qui vient du ciel. Maria lâche le verre qu'elle tenait. Alessandro sent son cœur battre si fort qu'il pourrait exploser. Il sort un dictaphone. « Matteo, comment sais-tu cela ?» Les yeux de l'enfant restent fixés sur la photo. Il me le montre. L'homme à la longue barbe vient la nuit. M'emmène dans son atelier. Ça sent l'huile de lin et les piments. Il me montre les chiffres secrets qu'il a cachés pour que seuls certains yeux puissent les voir. Alessandro tremble en écrivant. Que te montre-t-il d'autre ? Matteo revient avec un cahier d'école et ouvre une page. Alessandro voit un croquis dessiné au crayon de couleur. C'est une esquisse enfantine, mais la proportion est parfaitement exacte. Le plan architectural du Cenacolo de Santa Maria della Grazie à Milan. Le réfectoire où la fresque originale est peinte. Il contient des mesures précises, des angles exacts, des détails que seul quelqu'un ayant été physiquement sur place pouvait connaître. Matteo murmure. « Étiez-vous en Italie ?» Le garçon secoue la tête. « Non monsieur, mais il m'y emmène dans mes rêves. Il me montre les fissures dans le mur, la fenêtre donnant sur le jardin, l'endroit où la bombe est tombée en 43. » Alessandro sent la réalité se briser autour de lui. La bombe alliée est tombée le 15 août 1943. Ce détail précis se trouve dans les archives de guerre, pas dans les livres pour enfants. Maria pleure silencieusement. « Mon fils est malade, n'est-ce pas? Il a quelque chose au cerveau ?» « Madame Ramirez, votre enfant n'est pas malade, ni Alessandro lentement. Votre enfant est un portail, et ce qui se trouve de l'autre côté, la science ne peut pas encore l'expliquer. » Matteo sourit et retourne jouer. Mais avant qu'Alessandro ne puisse poser d'autres questions, le garçon dit, sans lever les yeux, « La prochaine fois, apportez les documents du Vatican, ceux que vous cachez dans les archives secrètes. Nous devons les comparer. » Alessandro sent ses jambes le lâcher. Il n'avait jamais mentionné les documents du Vatican. Pourtant, ils existent, et Alessandro possède une autorisation spéciale pour les consulter. Comment diable cet enfant le sait-il? L'heure du jugement. Alessandro établit sa base dans un hôtel près de la maison des Ramirez. Il mène des tests épuisants avec Matteo. Chaque session révèle quelque chose de plus impossible que la précédente. Le 4e jour, il lui présente un puzzle numérique, des fragments de la scène réorganisés aléatoirement. « Matteo, peux-tu me montrer où va chaque pièce ?» Il espère que l'enfant prendra au moins 20 minutes. C'est un puzzle de 200 pièces. Matteo le résout en 97 secondes. Non seulement cela, mais en plaçant les pièces, il raconte. Ce fragment contient le 3e œil de Philippe. Léonard l'a peint avec une technique de sfumato en 3 couches. La première est la prie, la seconde a des traces de cinabre, la troisième est un glacis transparent avec de l'huile de noix. Il contient des mesures précises, des angles exacts, des détails que seul quelqu'un ayant été physiquement sur place pouvait connaître. Votre enfant n'est pas malade, ni Alessandro lentement. Votre enfant est un portail, et ce qui se trouve de l'autre côté, la science ne peut pas encore l'expliquer. Cette nuit-là, Alessandro organise un appel vidéo d'urgence avec le Conseil international des études léonardiennes. 15 experts observent en silence comment Matteo répond à des questions qui feraient transpirer un professeur d'université. « Combien de clous sont visibles sur la table ?» demande le Dr Chen de Pékin. « Aucun », répond Matteo sans hésiter. Léonard a retiré tous les éléments métalliques de la composition centrale. C'est un choix symbolique. Le métal représente la trahison. Dr Chen vérifie frénétiquement ses notes. Mon Dieu, il a raison. Le professeur Goldstein de Tel Aviv pose la question suivante. Que représente le nombre 13 dans la géométrie cachée du tableau? Les yeux de Matteo deviennent vitreux. 13 est la mort du cycle, 13 est la trahison nécessaire. 13 est le pas qui brise le cercle parfait et permet la renaissance. Léonard le savait. C'est pourquoi il y a 13 figures, mais 14 ombres. L'ombre supplémentaire est celle du spectateur. C'est nous. Nous avons toujours fait partie de la trahison. Silence absolu dans la vidéoconférence.
personne n'avait remarqué la 14e ombre. Alessandro zoome sur une photographie haute résolution. Il utilise des filtres ultraviolets. Et là, il y a une ombre projetée depuis l'extérieur du cadre, pointant techniquement vers celui qui regarde l'œuvre. Matteo continue. Léonard a laissé un message mathématique. Si vous mesurez la distance entre chaque apôtre et Triste, vous obtenez la séquence de Fibonacci. Mais si vous le faites dans l'ordre inverse, à partir de Judas, vous obtenez la date exacte. Alessandro sent l'air lui manquer. Quelle date, Matteo ? L'enfant le regarde directement à travers la caméra. Le 28 octobre 2025, le jour où le plus grand secret sera révélé, le jour où la terre tremblera sous le poids de la vérité. Maria Ramirez, qui écoutait depuis la cuisine, laisse tomber une casserole. Lorsque l'on se précipite dans le salon, Matteo est inconscient sur le canapé. Alessandro vérifie immédiatement son calendrier. 28 octobre 2025, il reste exactement 7 mois. Matteo se réveille 30 secondes plus tard. Il demande un verre d'eau avec la voix normale d'un enfant de 5 ans. Il ne se souvient de rien de ce qu'il a dit, mais sur sa main droite, il y a quelque chose qui n'y était pas auparavant. Un cymbale dessiné à l'encre invisible, visible uniquement sous lumière ultraviolette. Alessandro utilise sa lampe de poche spéciale, c'est le sceau personnel de Léonard de Vinci. Alessandro prend une décision qui pourrait lui coûter sa réputation. Madame Ramirez, je dois amener Matteo en Italie, là où se trouve la fresque originale. Je crois que nous y trouverons des réponses. Maria refuse immédiatement. Mais cette nuit-là, Matteo reçoit une autre visite nocturne. Alessandro, dormant sur le canapé, entend des pas. Matteo fait du somnambulisme. Ses yeux sont ouverts mais complètement blancs. Le garçon s'arrête devant Alessandro. Il parle italien parfait du XVe siècle. Alessandro Ferretti, je t'ai choisi pour être mon gardien. Tu dois amener le garçon au Cenacolo. Ce n'est que là que le voile pourra être complètement levé. Le temps presse. Le 28 octobre. Souviens-toi. Qui es-tu ? Demande Alessandro en italien tremblant. Le sourire qui apparaît sur le visage de Matteo n'est pas enfantin. Il est ancien, sage, troublant. Ne sais-tu pas qui je suis, Alessandro ? Tu l'as toujours su. C'est pourquoi tu as consacré ta vie à me chercher dans chaque coup de pinceau. Maintenant, c'est moi qui te cherche, et j'ai besoin de toi. Matteo retourne se coucher sans se réveiller. Le lendemain matin, Maria trouve un dessin sous l'oreiller de son fils. Le visage de Léonard de Vinci, dessiné avec une telle précision qu'il ressemble à une photo, mais exécuté avec des crayons de couleur par des mains de 5 ans. Maria accepte finalement. Mais je l'accompagne. Il ne me quitte pas. Le grand rendez-vous. 3 jours plus tard, ils atterrissent à Milan. Alessandro les emmène directement au couvain de Santa Maria delle Grazie. Le musée est fermé. Ils traversent d'anciennes cours en pierre. Matteo n'est jamais venu ici, mais il marche comme s'il connaissait chaque recoin. Il s'arrête juste devant la porte du réfectoire. « Ici », dit-il simplement. « Ici, tout a changé. » Alessandro ouvre les lourdes portes en bois, et il est là, la scène. Le garçon entre. Il s'arrête au centre exact de la pièce, au point où la perspective de Léonard converge parfaitement. Matteo lève les 2 mains vers la fresque et quelque chose d'extraordinaire se produit. Les lumières du réfectoire clignotent, la température chute brusquement, un bourdonnement profond emplit la pièce. Matteo crie « Regardez, regardez enfin !» et Alessandro le voit, quelque chose qui était là depuis 500 ans, mais que personne n'avait remarqué. Sur le mur, juste au-dessus de la fresque, il y a des marques presque invisibles, des fissures qui forment un motif. C'est une carte astronomique. La position exacte des étoiles a une date précise. Alessandro prend une photo, lance un programme d'astronomie. La carte correspond au ciel nocturne du 28 octobre 2025 à 23h, heure italienne. « Mon Dieu !» murmure Alessandro. Léonard avait prédit cela il y a 500 ans. Matteo s'effondre. Maria court vers lui. Le garçon se réveille en disant « Ça va, maman. J'ai juste fait un long rêve. » Mais sur sa main gauche, il y a quelque chose de nouveau. Des chiffres écrits avec une encre ressemblant à du sang séché. Alessandro les photographie immédiatement. Ce sont des coordonnées, longitude et latitude, exactes à la 7e décimale. Alessandro entre les coordonnées dans Google Earth. Il zoome. Son cœur s'arrête. Les coordonnées pointent vers un endroit précis dans le même couvent de Santa Maria delle Grazie. Mais
pas vers le réfectoire. C'est l'ancien jardin nord, une zone fermée pour rénovation. Alessandro appelle le directeur du couvent à 23h. « Donne-moi Euridio, j'ai besoin d'accéder au jardin nord immédiatement. »« Vous avez bu, Alessandro ?»« Donne-moi Euridio, je suis absolument sérieux. Il y a quelque chose d'enterré là, quelque chose que Léonard a laissé il y a 500 ans. » Le lendemain matin, une équipe avec un radar de sol arrive. Après 17 minutes, l'anomalie est détectée. Quelque chose de métallique et de gros, à 3 mètres de profondeur. 6 heures plus tard, les pelles rencontrent quelque chose de solide. Alessandro descend lui-même. C'est un coffre en fer forgé, avec le sceau de famille de Léonard de Vinci gravé sur le couvercle. Un sceau qui ne devrait pas exister, car Léonard n'avait pas de famille noble officielle. Il transporte le coffre au laboratoire. À l'intérieur, des documents, des centaines de parchemins, des dessins, des calculs mathématiques et au centre, un manuscrit relié en cuir. Alessandro lit la première page. C'est l'écriture spéculaire de Léonard, lisible uniquement avec un miroir. Le titre fait trembler ses mains. Il messaggio finale. Per colui qui vede oltre il velo. Le message final, pour celui qui voit au-delà du voile. Alessandro traduit. J'écris ceci en l'an 1518. J'ai calculé les cycles célestes. La scène n'est pas seulement une peinture, c'est une horloge. Une horloge qui marque le moment exact où l'humanité fera face à sa plus grande épreuve. L'enfant viendra. Un enfant qui verra ce que j'ai vu, qui parlera avec ma voix. Cherchez l'enfant, protégez-le, car il est la clé. Matteo à l'hôtel se remet soudainement de sa fièvre. Il dit à sa mère, « Maman, ils l'ont trouvé. Maintenant, le vrai travail commence. » La révélation finale est le Vatican. Le manuscrit de Léonard est long de 373 pages. L'équipe internationale le déchiffre pendant 5 jours. Ce qu'il trouve défie toute logique. Léonard a prédit non seulement la date, mais aussi le lieu. Un enfant naîtra dans la terre où les aigles régnaient sous les vieilles pierres. Ils l'appelleront Mexique. Il aura le chiffre 5 dans ses années. Chaque détail correspond à Matteo. La partie la plus troublante du manuscrit se trouve à la page 208. Léonard décrit un rituel. L'enfant, devant l'œuvre, au moment exact de l'alignement céleste, doit prononcer 13 mots en latin légèrement modifiés à partir de la table d'émeraude alchimique. S'il n'est pas accompli, la fenêtre se fermera à jamais, et l'humanité perdra sa dernière chance de s'éveiller avant l'effondrement final. Matteo a une autre rêve. Il se réveille, va dans la chambre de sa mère. « Maman, je dois retourner au tableau. Léonard a besoin de moi. » Il dit qu'il y a quelque chose de caché derrière l'œil de Christ. 3 jours plus tard, Alessandro reçoit un appel. Un numéro du Vatican. Une voix autoritaire. « Docteur Ferrecci, le Saint-Père demande à voir l'enfant immédiatement. L'enfant a accès à une connaissance qui est sous la garde de l'Église depuis 2000 ans. Un véhicule viendra vous chercher dans 2 heures. » Ils arrivent au Vatican à l'aube. Ils sont escortés par des passages secrets jusqu'à une vieille porte en bois. Un cardinal les attend. L'Archivio Secreto. L'archive secrète. Matteo entre et se dirige directement vers une étagère. Il en sort un manuscrit sans hésiter. Il ouvre une page marquée. Ceci est le véritable évangile. Celui qu'il ne voulait pas que l'humanité lise, dit Matteo, d'une voix qui n'est pas la sienne. Le cardinal pâlit. Matteo sourit. Car j'ai été là, quand ils l'ont caché, il y a 700 ans, dans un autre corps, mais avec le même but. Gardien de la connaissance, jusqu'à ce que le moment soit venu de la révéler. Le manuscrit, de 74 pages, est en araméen ancien. Matteo le lit et le traduit en simultané en italien. Le Christ n'a pas été trahi. Judas a suivi des instructions précises. La scène était un rituel d'initiation. Chaque apôtre représentait une fréquence de conscience. C'est une hérésie, interrompt le cardinal. Matteo le regarde avec des yeux qui semblent contenir des siècles de sagesse. Ce n'est pas une hérésie. C'est la vérité qu'ils ont cachée, parce que l'humanité n'était pas prête. Matteo explique comment chaque élément du tableau est un code. Le 28 octobre 2025, la Terre entrera en alignement parfait avec le centre galactique. Pendant exactement 17 minutes, une fenêtre s'ouvrira. Ceux qui auront préparé leur conscience pourront faire le saut. Le cardinal est abasourdi. Matteo se lève, touche une pierre spécifique dans le mur. Un compartiment secret s'ouvre, révélant une petite boîte en or. Le cardinal s'écrie « Cela fait 800 ans que personne ne sait comment l'ouvrir ». Matteo prend la boîte, l'ouvre sans effort. À l'intérieur, il y a un cristal, un quartz transparent. Lorsqu'il le tient, il commence à briller d'une lumière propre. Ce cristal fut utilisé par le Christ lors de la véritable scène, explique Matteo. Il contient la fréquence exacte de cette nuit, la fréquence de la transformation. Matteo remet le cristal à Alessandro. Vous devez le garder, et le 28 octobre 2025, à 23h, vous devez le placer exactement au centre du réfectoire. Je serai là, et tous ceux qui souhaitent être présents pourront l'être. La transmission sera globale, l'éveil sera collectif. Maria, les larmes aux yeux, demande « Et après, Matteo ?» Le garçon se tourne vers sa mère.
redevenant l'enfant de 5 ans. Après, maman, on rentre à la maison et j'irai à la maternelle tous les jours et je mangerai des pizzas le vendredi et je jouerai avec mes amis parce que tout cela est important, mais être un enfant l'est aussi. Léonard me l'a appris aussi. Épilogue. 6 mois plus tard, la planète entière connaît l'histoire de Matteo. Des millions de personnes prévoient d'écouter attentivement le 28 octobre. 23h15. Le réfectoire est éclairé uniquement par 14 bougies. Matteo entre, tenant la main de sa mère. Les capteurs électromagnétiques enregistrent une anomalie. Dr Chen observe les moniteurs. Le champ magnétique de la pièce vacille. 23h28. Don Maurizio annonce l'heure. Matteo ferme les yeux. Son souffle s'harmonise avec le scintillement des bougies. Ses yeux s'ouvrent. Ils sont complètement blancs. Matteo lève les 2 mains, prononce les 13 mots en latin parfait. Sa voix se mélange à une voix plus profonde, plus ancienne. Quad superior est, sicut quad inferiorus, ad perpetranda miracula rei unis. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle de l'un. Puis la fresque se transforme dans la perception. Les couleurs sont plus intenses, les contours plus nets, et Alessandro voit ce qu'il n'avait jamais vu. Derrière la tête du Christ, une marque à peine visible, un cercle parfait avec un point au centre, le symbole alchimique de l'or, de la conscience divine. Dr Chen crie « Les caméras! Regardez les caméras !» Sur les écrans, la fresque apparaît différente, comme si les caméras captaient une longueur d'onde invisible à l'œil humain. Maintenant, tout le monde peut le voir. Du texte écrit avec des pigments invisibles plane au-dessus des apôtres. C'est un message à plusieurs niveaux. La trahison est nécessaire à la renaissance. Ce que vous appelez apocalypse n'est que transformation. Le 28 octobre 2025, la Terre entrera en alignement parfait avec le centre galactique. Matteo baisse les mains. L'éclat dans ses yeux disparaît. Les mots cachés sur la fresque commencent à s'estomper. Alessandro crie « Vite, photographiez tout avant que ça ne disparaisse !» Mexico, 2 mars. Une enseignante accompagnait 22 enfants de 5 ans à travers les salles du Musée national d'art. C'était une matinée des plus ordinaires, jusqu'à ce que tout change. Matteo Ramirez s'arrête devant une reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Ses camarades se hâtent vers les sculptures coloniales, mais lui reste immobile, parfaitement silencieux. Ses yeux bruns s'écarquillent. L'enseignante l'appelle 2 fois, Matteo ne réagit pas. Puis l'impossible se produit. Le garçon lève le bras droit et pointe directement l'apôtre Judas sur la peinture. Sa voix se modifie, elle devient profonde, adulte, précise. 13 pas d'après la gauche, 6e ombre, c'est là que se trouve le premier. Les mots sortent avec une clarté effrayante. L'enseignante, Carmen, sent l'air s'alourdir. Un agent de sécurité, inquiet, s'approche. Matteo poursuit, comme s'il récitait de mémoire. Le code est complet. Son doigt se déplace avec une précision mathématique sur la surface de la toile. Carmen tente de le saisir par l'épaule, mais Matteo ne réagit pas. D'autres visiteurs s'arrêtent. Un vieil homme avec une canne murmure « Mon Dieu !» et se signe 3 fois. La température dans la pièce semble descendre de plusieurs degrés. Puis Matteo tourne la tête vers l'enseignante. Ses yeux sont complètement vides. Seul le blanc pur des scléros est visible. Matteo lève les 2 mains, prononce les 13 mots en latin parfait. Sa voix se mélange à une voix plus profonde, plus ancienne. « Maîtresse, pourquoi sommes-nous ici ?» demande Matteo, en souriant avec l'innocence absolue de ses 5 ans. Ce qu'il venait de dire était techniquement impossible pour un enfant de cet âge. Mais ce n'était que le début, car les mots de Matteo contenaient des informations que même les experts de Da Vinci n'ignoraient, et quelqu'un, loin du Mexique, était sur le point d'entendre l'enregistrement qui allait tout changer. L'expert de Milan. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il connaître des secrets cachés pendant 500 ans? La vidéo dure 47 secondes. Carmen l'avait filmée, les mains tremblantes. Le soir même, elle la télécharge sur un groupe Facebook privé. Après 72 heures, la vidéo atteint 200 000 vues, mais un seul visionnage compte plus que tous les autres. Le docteur Alessandro Ferretti est dans son bureau à Milan, quand son assistante fait irruption.
Alessandro, directeur de l'Institut Léonard de Vinci, a consacré 38 ans à l'étude obsessionnelle de chaque coup de pinceau du maître de la Renaissance. Jouez là! Il voit le garçon pointer. Il entend les mots. Son visage devient pâle. Complètement pâle. La tasse de café lui glisse des mains et s'écrase sur le sol. C'est impossible, absolument impossible, murmure-t-il, sa voix tremblante. Alessandro rembobine la vidéo 6 fois. Le garçon mexicain a décrit le code des 13 pas, une théorie qu'Alessandro n'avait proposée que 3 mois plus tôt, dans un article scientifique consulté par seulement 17 spécialistes dans le monde. Pire encore, Matteo a mentionné 9 doigts visibles, une observation qu'Alessandro n'avait découverte que 2 semaines auparavant, à l'aide d'une technologie infrarouge sur la fresque originale à Milan, et qu'il n'avait jamais publiée. Il est littéralement impossible que quiconque en dehors de son laboratoire connaisse ce détail. Alessandro appelle immédiatement l'école. Son italien accéléré oblige Carmen à chercher un traducteur. « Je dois parler à cet enfant maintenant », exige-t-il. « C'est une urgence d'une ampleur que vous ne pouvez pas imaginer. » 20 heures plus tard, Alessandro est dans un avion pour Mexico. Dans sa mallette se trouvent des documents classifiés. Pendant le vol, il revoit l'expression de l'enfant dans la vidéo, ses yeux vides, cette voix qui ne correspond pas à un corps d'enfant. À son hôtel, il revoit la vidéo. Il remarque quelque chose de nouveau derrière Matteo. Dans le reflet de la vitre de protection du tableau, il y a une ombre qui ne devrait pas être là. Une forme humaine aux proportions exactes d'un homme adulte du XVe siècle, tenant ce qui ressemble à un compas d'architecte. « Saint Dieu !» murmure-t-il en italien. « Léonard, est-ce toi ?» Si cet enfant est lié à Da Vinci de manière impossible, quels autres secrets attendent d'être révélés? L'enfant portail. La maison des Ramirez est modeste. Alessandro sonne à 9 heures précises. Maria Ramirez ouvre la porte, méfiante. « Êtes-vous l'Italien ?» Sa voix est fatiguée. Matteo n'a pas bien dormi, se réveillant en criant des chiffres, 13,93, toujours les mêmes. Alessandro entre et voit le garçon jouer. Matteo lève les yeux et sourit. « Bonjour monsieur, vous êtes là pour le tableau ?» Son espagnol enfantin est parfaitement normal. Le chercheur s'agenouille et sort une photo de son porte-document. Un détail agrandi de la main droite de Thomas. « Matteo, peux-tu me dire ce que tu vois ici ?» Le garçon regarde l'image pendant 5 secondes, puis son corps se tend. Ses pupilles se contractent en points noirs microscopiques. Quand il parle, sa voix change à nouveau. Triangle avec la pointe vers le bas, symbole alchimique de l'eau, mais Léonard l'a inversé. Ce n'est pas l'eau, c'est le feu descendant, le déluge qui vient du ciel. Maria lâche le verre qu'elle tenait. Alessandro sent son cœur battre si fort qu'il pourrait exploser. Il sort un dictaphone. « Matteo, comment sais-tu cela ?» Les yeux de l'enfant restent fixés sur la photo. Il me le montre. L'homme à la longue barbe vient la nuit, m'emmène dans son atelier. Ça sent l'huile de lin et les pigments. Il me montre les chiffres secrets qu'il a cachés pour que seuls certains yeux puissent les voir. Alessandro tremble en écrivant. Que te montre-t-il d'autre? Matteo revient avec un cahier d'école et ouvre une page. Alessandro voit un croquis dessiné au crayon de couleur. C'est un esquisse enfantine, mais la proportion est parfaitement exacte. Le plan architectural du Cenacolo de Santa Maria delle Grazie à Milan, le réfectoire où la fresque originale est peinte. Il contient des mesures précises, des angles exacts, des détails que seul quelqu'un ayant été physiquement sur place pouvait connaître. Matteo murmure « Étiez-vous en Italie ?» Le garçon secoue la tête. « Non monsieur, mais il m'emmène dans mes rêves. Il me montre les fissures dans le mur, la fenêtre donnant sur le jardin, l'endroit où la bombe est tombée en 43. » Alessandro sent la réalité se briser autour de lui. La bombe alliée est tombée le 15 août 1943. Ce détail précis se trouve dans les archives de guerre, pas dans les livres pour enfants. Maria pleure silencieusement. « Mon fils est malade, n'est-ce pas? Il a quelque chose au cerveau. » « Madame Ramirez, votre enfant n'est pas malade, » dit Alessandro lentement. « Votre enfant est un portail, et ce qu'il trouve de l'autre côté, la science ne peut pas encore l'expliquer. » Matteo sourit et retourne jouer. Mais avant qu'Alessandro ne puisse poser d'autres questions, le garçon dit, sans lever les yeux, « La prochaine fois, apportez les documents du Vatican, ceux que vous cachez dans les archives secrètes. Nous devons les comparer. » Alessandro sent ses jambes le lâcher. Il n'avait jamais mentionné les documents du Vatican.
Pourtant ils existent et Alessandro possède une autorisation spéciale pour les consulter. Comment diable cet enfant le sait-il? L'heure du jugement. Alessandro établit sa base dans un hôtel près de la maison des Ramirez. Il mène des tests épuisants avec Matteo. Chaque session révèle quelque chose de plus impossible que la précédente. Le 4e jour, il lui présente un puzzle numérique. Des fragments de la scène réorganisés aléatoirement. « Matteo, peux-tu me montrer où va chaque pièce ?» Il espère que l'enfant prendrait au moins 20 minutes. C'est un puzzle de 200 pièces. Matteo le résout en 97 secondes. Non seulement cela, mais en plaçant les pièces, il raconte. Ce fragment contient le 3e œil de Philippe. Léonard l'a peint avec un double pigment. Une technique de sfumato en 3 couches. La première est l'après. La seconde a des traces de cinabre. La troisième est un glacis transparent avec de l'huile de noix. Alessandro vérifie chaque affirmation avec sa base de données d'analyse chimique. Tout est correct. Absolument tout. Cette nuit-là, Alessandro organise un appel vidéo d'urgence avec le Conseil international des études léonardiennes. 15 experts observent en silence comment Matteo répond à des questions qui feraient transpirer un professeur d'université. « Combien de clous sont visibles sur la table ?» demande le docteur Chen de Pékin. « Aucun », répond Matteo sans hésiter. Léonard a retiré tous les éléments métalliques de la composition centrale. C'est un choix symbolique. Le métal représente la trahison. Le professeur Goldstein de Tel Aviv pose la question suivante. Que représente le nombre 13 dans la géométrie cachée du tableau? Les yeux de Matteo deviennent vitreux. 13 est la mort du cycle. 13 est la trahison nécessaire. 13 est le pas qui brise le cercle parfait et permet la renaissance. Léonard le savait. C'est pourquoi il y a 13 figures, mais 14 ombres. L'ombre supplémentaire est celle du spectateur. C'est nous. Nous avons toujours fait partie de la trahison. Silence absolu dans la vidéoconférence. Personne n'avait remarqué la 14e ombre. Alessandro zoome sur une photographie haute résolution. Il utilise des filtres ultraviolets et là, il y a une ombre projetée depuis l'extérieur du cadre, pointant techniquement vers celui qui regarde l'œuvre. Matteo continue. Léonard a laissé un message mathématique. Si vous mesurez la distance entre chaque apôtre et Christ, vous obtenez la séquence de Fibonacci. Mais si vous le faites dans l'ordre inverse, à partir de Judas, vous obtenez la date exacte. Alessandro sent l'air lui manquer. Quelle date, Matteo? L'enfant le regarde directement à travers la caméra. Le 28 octobre 2025, le jour où le plus grand secret sera révélé, le jour où la terre tremblera sous le poids de la vérité. Maria Ramirez, qui écoutait depuis la cuisine, laisse tomber une passerole. Lorsque l'on se précipite dans le salon, Matteo est inconscient sur le canapé. Alessandro vérifie immédiatement son calendrier. 28 octobre 2025. Il reste exactement 7 mois. Matteo se réveille 30 secondes plus tard. Il demande un verre d'eau avec la voix normale d'un enfant de 5 ans. Il ne se souvient de rien de ce qu'il a dit. Mais sur sa main droite, il y a quelque chose qui n'y était pas auparavant. Un symbole dessiné à encre invisible, visible uniquement sous lumière ultraviolette. Alessandro utilise sa lampe de poche spéciale, c'est le sel personnel de Léonard de Vinci. Alessandro prend une décision qui pourrait lui coûter sa réputation. « Madame Ramirez, je dois amener Matteo en Italie, là où se trouve la fresque originale. Je crois que nous y trouverons des réponses. » Maria refuse immédiatement. Mais cette nuit-là, Matteo reçoit une autre visite nocturne. Alessandro, dormant sur le canapé, entend des pas. Matteo fait du somnambulisme. Ses yeux sont ouverts, mais complètement blancs. Le garçon s'arrête devant Alessandro. Il parle italien parfait du XVe siècle. « Alessandro Ferretti, j'étais choisi pour être mon gardien. Tu dois amener le garçon au Cenacolo. Ce n'est que là que le voile pourra être complètement levé. Le temps presse. Le 28 octobre, souviens-toi. »« Qui es-tu » demande Alessandro en italien tremblant. Le sourire qui apparaît sur le visage de Matteo n'est pas enfantin. Il est ancien, sage, troublant. « Ne sais-tu pas qui je suis, Alessandro ? Tu l'as toujours su. C'est pourquoi tu as consacré ta vie à me chercher dans chaque coup de pinceau. Maintenant, c'est moi qui te cherche et j'ai besoin de toi. » Le grand rendez-vous. 3 jours plus tard, ils atterrissent à Milan. Alessandro les amène directement au couvent de Santa Maria delle Grazie, le musée fermé. Ils traversent d'anciennes cours pierreuses.
Matteo n'est jamais venu ici, mais il marche comme s'il connaissait chaque recoin. Il s'arrête juste devant la porte du réfectoire. « Ici !» dit-il simplement. « Ici, tout a changé !» Alessandro ouvre les lourdes portes en bois et il est là. La scène. Le garçon entre. Il s'arrête au centre exact de la pièce, au point où la perspective de Léonard converge parfaitement. Matteo lève les deux mains vers la fresque et quelque chose d'extraordinaire se produit. La lumière du réfectoire clignote, la température chute brusquement. Un bourdonnement profond remplit la pièce. Matteo crie « Regardez, regardez enfin !» Et Alessandro le voit. Quelque chose qui était là depuis 500 ans, mais que personne n'avait remarqué. Sur le mur juste au-dessus de la fresque, il y a des marques presque invisibles, des craquures qui forment un motif. C'est une carte astronomique, la position exacte des étoiles à une date précise. Alessandro prend une photographie, lance un programme d'astronomie. La carte correspond au ciel nocturne du 28 octobre 2025 à 23h heure italienne. « Mon Dieu !» murmure Alessandro, « Léonard avait prédit cela avant 500 ans !» Matteo s'effondre. Maria court vers lui. Le garçon se réveille en disant « Ça va maman, j'ai juste fait un long rêve. » Mais sur sa main gauche, il y a quelque chose qui n'y était pas auparavant. Un symbole dessiné à encre invisible, visible uniquement sous lumière ultraviolette. Alessandro utilise sa lampe de poche spéciale, c'est le sel personnel de Léonard de Vinci. Nouveau. Des chiffres écrits avec une encre ressemblant à du sang séché. Alessandro les photographie immédiatement, ce sont des coordonnées, longitude et latitude exactes à la 7e décimale. Alessandro entre les coordonnées dans Google Earth, il zoome, son cœur s'arrête, les coordonnées pointent vers un endroit précis, dans le même couvent de Santa Maria delle Grazie, mais pas vers le réfectoire. C'est l'ancien jardin nord, une zone fermée pour rénovation. Le lendemain matin, une équipe avec un radar de sol arrive. L'anomalie est détectée, quelque chose de métallique et de gros, à 3 mètres de profondeur. 6 heures plus tard, les pelles rencontrent quelque chose de solide. Alessandro descend lui-même. C'est un coffre en fer forgé avec le sceau de famille de Léonard de Vinci gravé sur le couvercle. Il transporte le coffre au laboratoire. À l'intérieur, des documents, des centaines de parchemins, des dessins, des calculs mathématiques et au centre, un manuscrit relié en cuir. Le titre « Il messaggio finale » per colui che vede oltre il velo. Le message final, pour celui qui voit au-delà du voile. Alessandro traduit « J'écris ceci en l'an 1518. J'ai calculé les cycles célestes. La scène n'est pas seulement une peinture, c'est une horloge qui marque le moment exact où l'humanité fera face à sa plus grande épreuve. L'enfant viendra, un enfant qui verra ce que j'ai vu, qui parlera avec ma voix. Cherchez l'enfant, protégez-les, car il est la clé. » Matteo, à l'hôtel, se remet soudainement de sa fièvre. Il dit à sa mère « Maman, ils l'ont trouvé, maintenant le vrai travail commence. » Alessandro reçoit un appel du Vatican, une voix autoritaire. Le Saint-Père demande à voir l'enfant immédiatement. Ils sont conduits dans les archives secrètes. Matteo entre et se dirige directement vers une étagère. Il en sort un manuscrit. « C'est le vrai évangile, dit-il. Celui qui explique le secret de la scène et ce que le Christ a réellement enseigné sur la transformation de la conscience. » Le cardinal pâlit. Matteo sourit. « Je n'ai pas été pratiqué. Judas a suivi des instructions. La mort était nécessaire pour la résurrection. » Matteo sort un petit coffret en or de la chambre à forte, l'ouvre et en tire un cristal de quartz transparent. Ce cristal fut utilisé par le Christ lors de la vraie scène. Il contient la fréquence de la transformation. Matteo remet le cristal à Alessandro. « Vous devez le surveiller et le 28 octobre 2025 à 23h, vous devez le placer exactement au centre du réfectoire. L'éveil sera collectif. » Maria, les larmes aux yeux, demande « Et après, Matteo ?» Le garçon se tourne vers sa mère, redevenant l'enfant de 5 ans. « Après, maman, on rentre à la maison et j'irai à la maternelle tous les jours et je mangerai des pizzas le vendredi et je jouerai avec mes amis. Parce que tout ça est important, mais être un enfant l'est aussi. Léonard me l'a appris aussi. » Épilogue. Le 28 octobre 2025, 23h28. Le réfectoire est éclairé par 14 bougies. Matteo entre tenant la main de sa mère.
Matteo prononce les 13 mots en latin parfait. Puis, la fresque se transforme dans la perception. Derrière la tête de Christ, une marque apparaît. Un cercle parfait avec un point dans le centre, le symbole alchimique de la conscience divine. Les caméras enregistrent du texte écrit avec des pigments invisibles qui planent au-dessus des apôtres. Le message est clair. La trahison est nécessaire à la renaissance. Ce que vous appelez Apocalypse n'est une transformation. Le 28 octobre 2025, la Terre entrera en alignement parfait avec le centre galactique. La dernière ligne du message est la plus troublante. Ce message a été révélé 7 fois dans l'histoire de l'humanité. Par 7 enfants à différentes époques, Matteo est le dernier. S'il ne s'éveille pas maintenant, il n'y aura pas de 8e chance. Alessandro découvre que les 6 autres enfants sont tous morts jeunes et mystérieusement. Le 28 octobre approche, la question n'est plus de savoir si Matteo dit la vérité. La question est, le monde est-il prêt à découvrir ce qui se passe lorsque le voile est levé ?